Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Zion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Libertois. Présentation Blessine Possonia, réalisation Yolou Mustafa. Avant de vous parler du thème de ce soir, je vais vous poser une question. La question, elle est celle-ci. Que faisiez-vous précisément le 10 janvier dernier à 17h15 ? Que faisiez-vous précisément le 10 janvier dernier à 17h15 ? Si on vous ouvrait l'antenne, fidèles auditeurs, je crois qu'il y a peu de chances pour que vous puissiez répondre instantanément parce que vous avez tout simplement oublié. Pourtant, une partie de votre cerveau a stocké cette information. Il vous suffit de la stimuler avec une technique particulière pour vous rappeler en détail de ce que vous aviez fait à ce moment précis. L'émission de ce soir a pour thème comment développer une mémoire efficace pour l'apprentissage. Si vous suivez bien cette émission, vous allez désormais pouvoir apprendre 2 à 10 fois plus vite les cours, les langues étrangères, etc. Pour en parler ce soir, nous recevons M. Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique de Thiéviers. M. Wazam Roland, spécialiste en santé mentale au CHR de Thiéviers, et M. Yantagim Faidibé, psychologue clinicien au CHU Sylvanus Olympio. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Fidèles auditeurs et auditrices, écoutons ensemble les avis de quelques élèves interviewés à Thiéviers sur les difficultés qu'ils rencontrent quand ils apprennent leur cours. Dans toutes les matières avec moi, si par exemple en classe on fait du cours et qu'il y a trop de bruit, je n'arrive pas à cerner les cours. Et ce qui fait qu'à la maison aussi, quand tu as perdu le fil des choses, tu ne pourras même pas apprendre et comprendre. Et là, par après, si par exemple tu suis le cours et que arrivé à la maison tu n'arrives pas à le faire, chez moi c'est dû en fait à des exercices domestiques. Peut-être tu es en train de faire un exercice, on t'a interpellé de faire une autre chose, tu perds le fil des choses et que par après tu es obligé de venir à l'école. Tout ça, ça retarde quoi. Ça retarde un peu la manière dont tu veux apprendre, tu veux accélérer. Il y a des difficultés. Des fois, si tu apprends trop, ou bien si tu veilles et à apprendre ou bien à cerner les cours, il y a des fois tu as les maux de tête. Il y a le cerveau qui se réchauffe. Tu dois avoir besoin de le refroidir. Et tout ça, ça perd peut-être tu peux tomber malade gravement. Je me retraite à l'hôpital avant que je ne revienne à l'école pour prendre les cours. Et là, ça me permet d'en perdre encore d'autres choses. Comme je l'ai connu comme ça, si je vais apprendre mes cours pour vendre des gemmes de blé à utiliser avec des miels, moi je prends ça et puis je me repose très bien avant de prendre le cahier. Si j'ai bien suivi le cours en classe, je peux toutefois perdre aux alentours 1 heure ou bien 45 minutes à bien maîtriser. Et là, pour être en classe, pour bien cerner le cours, on doit être calme, être attentif, tenir le portable dans la classe pour que ça ne nous perturbe pas à bien cerner les cours. Et il y a certaines personnes qui se perturbent en apprenant par leur relation, c'est-à-dire leur relation intime. Et lorsqu'ils impliquent ça, ils n'arrivent même pas à bien cerner, à mettre en dehors de leur cahier leur relation amoureuse, bien leur relation intime, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à apprendre et n'arrivaient même pas à suivre les cours en classe.
Je suis élève en classe de terminale G2. Personnellement, pour apprendre, je comprends bien les cours en classe, mais aussitôt arrivé à la maison, je reprends. Bien sûr, je comprends. Surtout si je prends les cours de calcul, par exemple, en comptabilité, je comprends bien ce qu'on fait. Mais quand je prends un exercice à l'appui, souvent je me bloque. Donc, quand je me perds comme ça, des fois j'ai des amis ou des professeurs, je m'en vais rapidement approcher celui qui est plus proche de moi et il me débloque. Ce que je dis là, souvent en matière de calcul, je n'ai jamais traité un exercice du haut jusqu'en bas sans qu'on me débloque. Côté cours, ça marche. Si on fait le cours ensemble, je comprends même. Arriver à faire l'exercice, j'arrive pas. Quand on fait un travail de groupe là, je peux comprendre mieux. Des fois, si j'ai eu des leçons et j'ai pas fait d'exercice, j'arrive même pas à comprendre. Moi seul, j'arrive même pas. Donc, je raconte souvent des difficultés en apprenant mes leçons. En histoire, des fois, moi-même, j'apprends et je cherche des épreuves à traiter. Là, j'arrive à retenir les choses là. Si j'ai pas fait d'exercice, j'arrive pas à faire ça. Le prof peut faire, je peux comprendre en classe, mais si j'ai pas fait d'exercice, j'arrive pas à comprendre vite. Avec l'exercice, ça va. Des fois, j'arrive même pas à bien retenir les choses. Moi-même, j'ai décidé de faire mieux plus que ce que je fais. Je me réveille des fois 3h30, des fois 4h pour apprendre un peu de leçons avant de venir à l'école. J'apprends mes leçons jusqu'à 22h30. Moi, mon habitude, souvent, c'est de comprendre la page ou bien le chapitre. Donc, sur une seule chapitre, je peux perdre au moins 2 heures. C'est-à-dire, je cherche à comprendre tous les mots. Et d'habitude, j'ai aussi mon dictionnaire à côté de moi. Si j'ai lu la partie, j'essaie de trouver les mots qui sont difficiles et j'essaie de reformuler ce que le professeur m'a donné à mon propre français. Donc, je trouve que avec mon propre français, c'est plus facile pour moi de savoir ce qu'il dit et à être dans le bain du chapitre. Il y a certaines fois aussi, nos amis nous aident. Il y a les SMS vocales et autres. Si c'est au niveau des calculs, j'essaie de contacter l'autre pour lui demander comment est-ce que cette formule, on peut l'utiliser ici. Je lui demande à peu près le système dans lequel nous pourrons traiter l'exercice. S'il me donne un peu de guide là, c'est parti. Voilà, c'était l'avis de quelques élèves interviewés à Tchévier sur les difficultés qu'ils rencontrent quand ils apprennent leur cours. J'espère que vous avez écouté, messieurs. Oui, bien sûr. Oui. Alors, dites-nous comment fonctionne la mémoire. Monsieur Akam. Ok, merci, Blessing. Bon, avant de commencer, je tiens à saluer, à dire bonsoir aux fidèles auditeurs et auditrices de la radio Horizon. Alors, j'ai écouté avec intérêt, j'ai suivi avec intérêt les préoccupations de nos chers élèves en ce qui concerne leurs difficultés d'apprentissage. Et je crois qu'avec ce qu'on aura développé tout à l'heure, chacun tirera ce qui est important dans ces difficultés-là. Justement. Alors, la mémoire, pour commencer, je vais donner une définition brève de la mémoire pour dire tout simplement que la mémoire est l'une des fonctions les plus importantes et l'une des propriétés les plus passionnantes du cerveau. Alors, comment fonctionne la mémoire? Pour revenir à votre question, bon, je vais résumer cette partie en 5 points par rapport au fonctionnement de la mémoire. D'abord, le premier point, c'est que le mécanisme de la mémoire ne se met qu'en place qu'en situation du projet. C'est-à-dire, lorsque on est disposé à apprendre quelque chose, on doit avoir cette réflexion, c'est-à-dire cette ambition de se poser la question: pourquoi j'apprends ceci et pour quel intérêt? Donc, s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas apprendre. Deuxième point, la mémoire n'aime pas le désordre et n'enregistre que les données organisées. Donc, tout simplement, lorsqu'on veut apprendre quelque chose, on veut apprendre un cours, on doit prendre le temps d'organiser ce qu'on aura à apprendre avant qu'on enregistre. Troisième point, la mémoire fonctionne de façon discontinue. C'est-à-dire qu'on peut beau apprendre un cours le matin, si le soir, par exemple, on ne revise pas le même cours, d'ici 2 jours, 3 jours, le lendemain, on aura la peine à réciter cette leçon-là, à se souvenir donc de ces cours. Oui. Quatrième point, la mémoire dépend de notre état affectif. C'est-à-dire qu'on retient facilement ce qu'on aime. Si intérieurement on n'aime pas une matière pour une raison donnée, ou bien on n'aime pas la façon dont un professeur fait le cours, donc fondamentalement on ne peut pas
s'intéresser à son cours et du coup on ne peut pas l'apprendre pour le comprendre. Et donc le dernier point, c'est que la mémoire n'assimile que ce qu'on comprend. Avant de mémoriser un cours, avant de l'avoir dans les pensées, on doit prendre le temps de comprendre. Si on ne comprend pas, on s'efforce à assimiler à toute vitesse un cours, on ne pourra pas comprendre. Donc c'est ce que je peux dire de façon ramassée par rapport au fonctionnement de la mémoire. Et ça se retrouve dans l'interview de 16 élèves, et qu'il y a un élève qui a dit qu'il n'arrive pas à comprendre, donc il faut le dictionnaire à côté pour suivre l'explication mot à mot avant de comprendre le cours. Tout à fait. Et donc il faut comprendre d'abord avant de pouvoir mémoriser. C'est ça. Et Monsieur Yantagim, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Bon, je tiens à remercier le personnel de la radio Horizon ici. Et je remercie également mes frères de santé mentale et puis psychologues cliniciens de santé. Et puis je salue aussi les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Bon, cette émission va effectivement profiter à toute la population, surtout les apprenants, surtout comme on est à une période critique. On prépare les examens. Bien, s'il faut se prononcer par rapport à comment fonctionne la mémoire, je dirais que la mémoire suit théoriquement trois processus. Donc, premièrement, il y a une phase d'encodage de l'information. Après la phase d'encodage de l'information, il y a la phase de traitement. C'est encore la phase de consolidation de l'information. Et puis vient la phase de restitution. Maintenant, s'il faut être encore plus simple, je vais dire que la mémoire, c'est comme un magasinier. Un magasinier qui est dans son magasin. Donc, qui fait quoi? Qui reçoit des marchandises, les organise, les catégorise en fonction de leur ressemblance, pour qu'après, lorsqu'il y a état de cause, il faut faire sortir un matériel, il le fait sortir. Donc la mémoire fonctionne comme un magasinier. Voilà, c'est ce que je peux dire. Comme un magasinier. Oui, Monsieur Roland, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, blessé. Mais moi, à mon tour aussi, je vais saluer le staff de la radio Horizon et aussi tous les éditeurs qui nous écoutent actuellement. Et je vais ajouter en disant que classiquement, on distingue la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire qui ne dure que quelques minutes, et la mémoire à long terme. Donc, et on peut aussi ajouter un autre type de mémoire, c'est la mémoire inconsciente que la psychanalyse nous a aussi définie entre-temps. Et comme l'a dit notre ami le psychologue, nous disons que l'état affectif du sujet exerce sur la mémoire une action stimulante ou inhibitrice. Mais comme nous devons répondre à la question comment fonctionne la mémoire, nous allons dire classiquement que la mémoire fonctionne en 6 points. Donc, lorsque nous voulons mémoriser quelque chose, quand nous voulons faire un effort de mémorisation d'un cours, en première partie, l'aire de la lecture dans le cerveau s'actionne. Et en deuxième partie, l'aire visuelle aussi s'actionne pour décrypter l'information. Après cela, l'information va passer le relais au lobe temporal. Et c'est la 3e étape. Et maintenant, en 4e étape, l'information passe au cortex dorsolatéral. Et qui va maintenant enclencher ce que nous avons dit tout à l'heure, la mémoire à court terme. Un exemple, si on fait le cours, on dit à un enfant de répéter à ballot va à l'école, le fait de le répéter immédiatement, c'est la mémoire à court terme. Mais pour que cette information puisse rester dans la tête de l'enfant, nous devons passer maintenant à la 5e étape. En ce moment, c'est l'étape de répétition de l'apprentissage. Là, l'information passe à l'aire de la parole, qui est dans le cerveau, qui est vers le centre du cerveau. Et maintenant, la démarche suit et ça va maintenant vers le système limbique.
en 6e étape. Et c'est là que nous avons la mémoire à long terme. Et votre question que vous avez posée le 10 janvier, donc tous ceux qui n'ont pas placé ce qu'ils ont fait le 10 janvier dans le système limbique, par un exercice de se retrouver, ils ne vont jamais se rappeler. Donc c'est lorsque nous, comme il a dit, comme le magasinier, donc il faut que la personne sache, que le cerveau sache que l'information a été déposée ici. Et c'est dans le système limbique. Donc, et ce qui est important, ce n'est pas fini. Pour que l'information puisse rester dans le système limbique, il faut que cette information soit rattachée à un souvenir déjà existant ou à une émotion. Et comme l'a dit notre ami tout à l'heure, lorsque nous avons des émotions négatives, l'information qui est restée là-bas disparaît. Que vous avez cru déposer là-bas, après vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et c'est ça l'oubli. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'explication. Merci beaucoup. Et y a-t-il une différence entre le cerveau et la mémoire? Et quels sont les différents types de mémoire? Y a-t-il une différence d'abord entre le cerveau et la mémoire? Monsieur Akam. Oui, bon, la différence entre le cerveau et la mémoire, bon, le cerveau, je dirais que c'est le support organique de la mémoire, c'est-à-dire c'est la matière grise, le cerveau. Alors que la mémoire, c'est le fonctionnement, c'est la pensée. Donc le cerveau est visible, alors que la mémoire ne peut pas observer le fonctionnement de la mémoire. Alors les différentes sortes de mémoire, bon, classiquement, il y a plusieurs classifications par rapport aux différents types de mémoire. Donc il y a une classification récente de l'auteur Atkinson et Shiffrin qui subdivise la mémoire en 3 parties. Donc il y a la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors la mémoire sensorielle, ça regroupe, comme le nom l'indique, les organes de sens. Les yeux par exemple, il y a une mémoire visuelle, il y a la mémoire échoïque, c'est-à-dire les sons que nous entendons. Et la mémoire à court terme, c'est la mémoire qui retient des informations brèves à un certain nombre de caractères précis. Et la mémoire à long terme, c'est la mémoire qui retient des longues informations pour une durée déterminée. Donc voilà classiquement les 3 différents types de mémoire qui existent. Voilà les 3 différents types de mémoire qui existent. Et monsieur Yantagima, expliquez-nous encore une fois les différents types de mémoire. Bon, j'ai demandé s'il y a une différence entre le cerveau et la mémoire. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Bien. En principe, il a déjà dit que le cerveau représente le support. Voilà. Je vais donc encore donner un exemple plus simple. D'accord. Si je prends une clé USB, la clé représente le cerveau et le fichier qui est sur la clé, c'est la mémoire. Donc le fichier qui est sur la clé, c'est la mémoire, ça. Donc le cerveau n'est que le support et la mémoire n'est que le matériel qui est supporté. Oui, donc voilà la différence. Donc le cerveau englobe la mémoire, c'est ça? Le bon fonctionnement du cerveau, va entraîner systématiquement un bon processus de mémorisation. D'accord. Donc la mémoire dépend du cerveau, dépend de son support, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez une clé qui ne fonctionne pas, ça veut dire que vous ne prenez pas le fichier. D'accord. Bien. S'il faut maintenant se prononcer par rapport à des différents types de mémoire, en fait, il a déjà classé, mon cher collègue, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et puis la mémoire à long terme. Je vais seulement dire que la mémoire sensorielle, elle est environ inférieure à 1 seconde. Elle est inférieure à 1 seconde, donc ça passe vite. Très vite. Oui, bien sûr. La mémoire de travail inférieure à 1 minute. Maintenant, la mémoire à long terme peut durer une journée, des mois, des années et toute la vie. Voilà. Donc, c'est les 3 types de mémoire. Bon. Il y a d'autres classifications. On peut classer la mémoire auditive et la mémoire visuelle.
Donc la mémoire auditive, on va voir des enfants, s'ils ne répètent pas, s'ils ne lisent pas la phrase, ils n'arrivent pas à mémoriser. Donc il s'agit en principe d'une mémoire auditive. D'autres, s'il n'a pas vu les schémas, il n'a pas vu comment par-ci, par-là, il ne peut pas mémoriser. Donc il y a la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Ça, c'est une classification. D'accord. Bien. Il y a aussi la mémoire épisodique. La mémoire épisodique. Par exemple, si on me dit de décrire mon anniversaire, c'est l'épisode, ce qui s'est passé, je mémorise. Donc, comment décrire comment tu as fait ton voyage, tu as été en France, tu es revenu, comment les choses sont passées par-ci, par-là. Ça, c'est la mémoire épisodique. Nous avons également la mémoire procédurale. Si nous roulons à moto aujourd'hui, ou bien nous conduisons notre véhicule, nous avons fait auto-école il y a de cela des années. Oui. Mais c'est la mémoire procédurale qui gère ça. Nous n'avons plus besoin d'apprendre. On fait des choses, nous posons des gestes sans savoir que nous l'avons dans notre mémoire. Ça, c'est la mémoire procédurale, donc qui intervient dans nos activités quotidiennes à la maison. Donc on maîtrise, on le fait, mais sans se rendre compte à quel moment même nous l'avons appris. Ouais. Oui. Et puis, je crois que c'est ça, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale. Voilà, il y a plusieurs classifications de la mémoire, ça dépend de quelle école. Alors, nous allons continuer. Et la concentration dans le développement d'une mémoire efficace. Parlez-nous de la concentration dans le développement d'une mémoire efficace. J'ai quelque chose sur la mémoire. D'accord. Et ajoutez-nous quelque chose, bien sûr. Par rapport à la différence entre mémoire et cerveau, oui. Et ils ont dit beaucoup de choses auxquelles j'adhère totalement. Seulement, j'aimerais ajouter une précision. Bon, parce que il y a les élèves qui nous écoutent. Oui. Peut-être que certains sont en terminale D. Donc, les rafraîchir un peu la mémoire. D'accord. Donc, le cerveau est composé du cortex cérébral, du cervelet et du bulbe rachidien. Donc, c'est la structure anatomique, donc, et dans laquelle la mémoire est traitée. Donc le cerveau est composé, c'est une structure anatomique. Donc nous avons le cortex cérébral, le cervelet et le bulbe rachidien. C'est cette partie de l'appareil cérébral qui est appelée cerveau. Donc l'autre qui continue à appeler moelle épinière. Voilà, c'est ce que j'aimerais ajouter sur la différence. Merci beaucoup pour l'ajout. Maintenant, parlez-nous de... y a-t-il... bon, c'est ça. Parlez-nous de la concentration dans le développement d'une mémoire efficace. Alors, merci pour la question. D'abord, c'est quoi la concentration? Quand dit-on qu'une personne est concentrée? Donc, une personne est dit concentrée lorsque... La personne, plutôt une personne, on dit d'une personne qu'elle est concentrée sur quelque chose, lorsqu'elle fixe et dirige avec intensité son attention, son esprit et son regard sur cette chose. Et lorsqu'il y réfléchit très très profondément. Alors, dans la place de la concentration dans la mémoire, la concentration occupe une place fondamentale dans les processus d'apprentissage. Si on ne se concentre pas, on ne peut pas réussir la phase d'encodage. Si on s'en tient au fonctionnement de la mémoire, l'encodage, c'est le fait donc d'apprendre des informations, de nouvelles informations que la mémoire n'a pas déjà. Donc on doit se concentrer pour le faire. Et la concentration également favorise le traitement de l'information. Lorsqu'on prend l'encodage, on reçoit l'information, d'abord il faut traiter ça. Donc la capacité de traiter cette information reçue, ça dépend de la concentration. Et également lors de la restitution, c'est-à-dire le rappel des informations apprises, si on ne se concentre pas, on ne peut pas restituer. Donc vous comprenez par exemple les élèves, les candidats qui sont en parenthèse intelligents, qui travaillent bien, mais au jour de l'examen ils sont troublés parce qu'ils voient les rabats ou bien ils sont placés en situation d'examen, c'est comme s'ils ne maîtrisent rien du tout. Donc à ce moment la concentration est perturbée. Mais si on développe certaines techniques pour assurer la concentration, on verra en clair tout ce qu'on a appris, tout ce qui est encodé, tout ce qui est appris va se restituer très bien. Donc en résumé, la concentration
occupe une place fondamentale dans le processus de développement de la mémoire. Donc ça veut dire que la concentration joue un grand rôle dans la mémorisation des choses. Oui, disons. Oui, surtout des cours si les élèves nous suivent. Monsieur Yantagim, Oui. la place de la concentration dans le développement d'une mémoire efficace. Oui, je crois que M. Akam s'est prononcé. Oui. Bon, en fait, la concentration est importante, comme il a dit, au moment où nous encodons les informations et au moment où nous allons les restituer, on a besoin toujours de la concentration. Bien. Ce sont souvent les phénomènes d'interférence. J'appelle quoi par interférence? Tout environnement qui empêche la concentration au moment d'un processus d'apprentissage. Donc ce sont les interférences qui favorisent l'oubli des informations dans la mémoire. Maintenant, du coup, la concentration va jouer quel rôle dans la mémorisation? Va empêcher et écarter ces interférences-là afin d'accélérer et de potentialiser le processus de rétention des informations. Ok. Et Monsieur Ouazam? Oui, bon, moi je vais ajouter en disant par rapport à l'attention, lorsque nous parlons de concentration, il y a d'abord l'attention, comme l'a dit notre ami le psychologue, et au fait, la concentration et l'attention sont liées. Et des recherches ont montré que nous retenons, si nous faisons attention, nous pouvons retenir 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous écoutons, 30% de ce que nous avons vu, 50% de ce que nous avons vu et écouté, 70% de ce qui est dit, c'est-à-dire ce que nous disons nous-mêmes. 70%, on peut se rappeler, et 90% de ce qui est fait, c'est-à-dire ce que nous mettons en action. Bon, maintenant, le rôle de la concentration dans la mémorisation, c'est que la concentration isole le cerveau des stimulations non pertinentes. Et ce que nous oublions un peu, c'est que quand on est concentré, la concentration fournit de l'énergie pour faire des tâches correctement. C'est important. Une chose aussi importante, c'est que plus une tâche est complexe, nouvelle et abstraite, comme le disait notre ami, c'est que elle demande beaucoup de concentration avant de la faire. Et lorsque nous parlons des tâches abstraites, par exemple, je donne l'exemple des mathématiques. C'est que quand les gens n'arrivent pas à faire mathématiques, c'est qu'ils ne sont pas concentrés. Donc, il y a beaucoup de tâches simples qu'on peut faire sans concentration. Mais lorsque la tâche est abstraite, il faut beaucoup de concentration avant de commencer. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Oui, un coucou spécial à l'élève de la terminale G qui a intervenu tout de suite. Et s'il est à l'écoute, ça va lui faire du bien. Nous allons continuer nos questions quand même. Et citez-nous quelques techniques de concentration. Est-ce qu'il y a des techniques de concentration? Comment se concentrer? Dites-nous, Monsieur Akam. Et bon, avant de revenir sur cette question, permettez-moi de donner un autre exemple par rapport à l'importance de la concentration. Alors, il y a un psychologue allemand du nom de Hermann Ebbinghaus qui a longuement étudié les facultés de mémorisation. Et les résultats de ces études, c'est que pour un élève qui suit un cours en classe, 20 minutes de cours par exemple, l'élève oublie 42% de ce qu'il avait appris. Et 24 heures plus tard, environ 66% des connaissances enregistrées disparaissent. Une semaine plus tard, 75% de ce qu'il a appris disparaît de la mémoire. Et par rapport à ça, quelle conclusion on peut tirer? Il n'y aura plus rien. Voilà. Donc ça veut dire que si, à l'issue d'un cours, si l'élève ne se replonge pas dans ce qu'il a copié dans le cahier et qu'il revérifie certains points du cours, une semaine après, il n'aura retenu que 25% du contenu du cours. Et un mois après, quasiment tout est oublié. S'il ne reprend pas ce cours-là, s'il ne relit pas. Tout sera parti. Tout sera parti, un mois plus tard.
Et il sera comme s'il n'avait jamais eu ce cours. Voilà. Donc, c'est voilà, donc, ce qui fait ressortir encore l'importance de la concentration. Si on est en classe, on suit un cours, on doit se concentrer. Même si on suit et on fait autre chose ailleurs, on ne retiendra pas ce qu'on a appris dans ce cours-là. Alors, donc, revenons sur votre question, les techniques de concentration. Alors, bon, il n'y a pas une technique toute faite pour la concentration, mais également, bon, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques. Et bon, c'est à chacun de faire le choix de sa technique de concentration. Alors, donc, il y a quelques techniques qui sont propices quand même aux apprenants, aux élèves. Et dans situation donc, de bruit, par exemple, lorsqu'on se place dans une situation, dans un environnement où il n'y a pas de calme, et si on veut se concentrer, il y a certains petits exercices. Par exemple, on demande à l'élève de fixer un objet dans son environnement. On fixe l'objet de taille moyenne et de façon à ce qu'on puisse voir cet objet-là dans sa totalité avec un seul coup d'œil. Et ensuite, on se concentre sur l'objet peu à peu et n'avoir conscience de rien d'autre. Et après, on essaie d'ignorer les pensées qui surgissent et on axe son attention et sa concentration sur cet objet-là. Et donc, enfin, on effectue cet exercice 2 à 3 minutes seulement avant de prendre le cahier. Donc lorsque l'ambiance autour de soi n'est pas propice à ton apprentissage, par exemple, tu peux essayer cette technique-là. Bon, il y a une deuxième technique qui est propice également si on veut apprendre dans un milieu où il y a le bruit. Si dans la maison, il y a des caprices des enfants, des cris par ici, et on n'a pas la possibilité de sortir donc, de cette maison avant d'apprendre, on peut commencer par le nombre 100 par exemple et compter mentalement. On décompte le nombre 100 et on fait cet exercice là sans fermer les yeux. Donc on compte à rebours, on enlève 3 du nombre 100, ça reste 97, on enlève encore 3, donc 94 etc. jusqu'à 0. Donc on compte à rebours de 100 jusqu'à 0. Et on effectue cette opération sans fermer les yeux, sans bouger les oreilles, ni bouger les lèvres, mais on le fait mentalement. Et donc vous devez voir ces nombres-là et les entendre dans votre tête. Si on prend le mot 100, le nombre 100, 97, 94, etc. Donc c'est mentalement, on n'ouvre pas la bouche pour le dire. Donc ce sont des techniques qui favorisent un peu la concentration. La concentration. Et il y a certains qui disent que ils sont bien dans le bruit. Quand il y a le bruit, la radio à côté, ils apprennent très bien. C'est une concentration aussi. Oui, bon, c'est ce que je dis, il n'y a pas une méthode faite pour tout le monde. Bon, chacun a son style de concentration, chacun a son environnement propice à lui. Donc ce sont là quelques astuces qui permettent quand même de se concentrer. Ok. Avant de continuer la question et de donner la parole aux autres, et je vais faire appel aux auditeurs de nous appeler pour qu'ils puissent poser leurs questions. Fidèles auditeurs, vous pouvez à présent nous appeler sur nos numéros, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Vous pouvez poser vos questions. Toutes les questions, elles seront les bienvenues. Alors nous allons continuer, monsieur Yantagim, et parlez-nous des techniques de concentration. Ok, bien. Allez-y. Vous avez, en posant la question tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'il y a réellement des techniques? Donc ça veut dire vous avez douté à votre niveau. Oui. Mais à écouter mon camarade psychologue, je crois qu'il a... en fait, il n'y a pas de formule magique pour pouvoir se concentrer. Mais on peut créer, ici là où nous sommes, on peut créer cette formule. Voilà. On peut l'adapter quoi, pour pouvoir amener nos frères apprenants ou bien en situation d'apprentissage de pouvoir améliorer leur performance. D'accord. Bien. Je veux dire que avant la concentration, il y a la motivation. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas mobiliser une concentration. Donc la concentration se trouve mobilisée lorsqu'il y a une motivation.
Donc si les gens nous écoutent aujourd'hui, actuellement, peut-être d'autres spécialement pour cette émission, c'est parce qu'il y a un intérêt pour eux et actuellement ils doivent être concentrés. Donc lorsqu'il y a un intérêt, il y a une motivation, on est concentré. Bien, au-delà de ça, au-delà de la motivation, il faut agir également sur les interférences. Il a parlé de bruit, donc le bruit fait partie des interférences. Il faut que l'environnement soit favorable à un processus de consolidation d'informations. Donc on ne peut pas faire deux travail à la fois. Donc on ne peut pas apprendre et actuellement, s'il faut être encore plus concret, il y a les nouvelles techniques de l'information et de la communication, WhatsApp, Facebook. On ne peut pas avoir WhatsApp, Facebook à côté avec le cours de sciences naturelles, SVT. Ou de droit quelque part. Oui, bien sûr. Donc il faut agir sur les interférences, tout ce qui peut nous perturber pour pouvoir consolider les informations et être motivé. Maintenant, par la suite, lorsqu'on est concentré, il faut pouvoir répéter les informations. Quand on est concentré pour pouvoir apprendre, il faut faire ça plusieurs fois. Si on se concentre une seule fois et par la suite, on ne se concentre plus pour la même information, cette information est vulnérable à l'oubli. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Waza. Ce que je pense, parlant des techniques de concentration, nous allons dire qu'il n'y a pas de technique magique. Et en matière de mémorisation, nous avons ce qu'on appelle la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Lorsque nous sommes dans le processus de mémorisation, c'est ces trois mémoires-là qui sont mises en appel. Et donc, notre concentration doit tenir compte de cela. Donc, les techniques toutes faites que on donne doivent être fonction de la mémoire que chacun a. Et donc, nous allons juste regrouper ces techniques-là dans des rubriques. Donc, les techniques qui visent à éliminer les distractions externes. Donc, pour viser à éliminer les distractions externes, on peut développer, comme le disait notre ami tout à l'heure, les techniques adaptées à éliminer les distractions externes. Ensuite, on peut développer des techniques pour avoir un milieu de travail adapté en seconde position. En troisième position, nous allons voir les techniques par rapport à une habitude de vie saine. Et là, c'est important, nous allons un peu nous attarder sur ce point. Au niveau de la fatigue physique, par exemple. Si quelqu'un ne dort pas bien, il ne peut pas prétendre me dire qu'il se concentre. Là, nous recommandons qu'il faut dormir en moyenne 7 à 9 heures de sommeil par jour, qui sont nécessaires. Et donc, au cours du sommeil, quelqu'un qui a bien dormi la nuit, et son cerveau et tout son organisme est régénéré, et le lendemain, il peut se concentrer. Donc, il ne faut pas la nuit, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, tourner partout. Après, on vient, on dit qu'on veut se concentrer. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, et maintenant, nous évoluons avec une alimentation adéquate. Donc, pour se concentrer, c'est que l'estomac ne doit pas être trop vide ni trop plein. Si quelqu'un mange trop, il ne peut pas se concentrer. Voilà. Si quelqu'un mange trop, il ne peut pas se concentrer. Et nous allons évoluer sur l'autre point, qui est toujours dans la catégorie d'avoir des habitudes de vie saines, les mauvaises dispositions psychologiques. Si quelqu'un est dans un choc affectif, c'est-à-dire il a une déception, ou bien il est dans un deuil et tout, il ne peut pas se concentrer. Donc, ce n'est pas la peine de perdre le temps. Donc, il faut que les dispositions soient réelles pour qu'on se concentre.
Alors, et notre ami a déjà parlé de la motivation. Effectivement, il faut avoir de la motivation. Mais là-bas aussi, on recommande, lorsque nous avons des tâches, à commencer par les tâches les plus difficiles en premier. Parce que lorsque vous commencez par les tâches, par exemple, si vous voulez apprendre ou bien faire des exercices, il est recommandé de commencer par les tâches les plus difficiles. Quand vous les éliminez, vous avez de la motivation pour aller vers les tâches les plus faciles. Voilà. Donc, et il est aussi demandé de faire de la méditation. Il est aussi demandé de méditer un peu pour pouvoir augmenter sa concentration. Et quand on est un peu fatigué, il ne faut pas persévérer. On recommande par exemple 10 minutes par heure de travail soutenu. Donc après 1 heure de travail soutenu, il faut souffler un peu. Il faut souffler un peu 10 minutes avant de revenir. Et pour pouvoir bien récupérer et assimiler. Et aussi, on peut s'amuser à concentrer et calculer son temps de concentration. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi-même tu te connais. Lorsque tu commences par travailler, tu sais que je peux être concentré jusqu'à ce temps. Après ce temps, tu peux te reposer. Voilà. Donc, et là, on peut ajouter les méthodes relatives à l'organisation du travail, comme la gestion du temps et la gestion de l'espace et l'utilisation et le choix adapté des outils pour le travail. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Je vous la redonne. Et justement, parlant de la méditation, une étude récente de l'Université de Californie montre que la méditation améliore les capacités de mémorisation et réduit les problèmes de concentration. Expliquez-nous encore une fois comment se fait la méditation. Bon, merci pour la question. La méditation, bon, je dirais que ça fait partie de la concentration. Pour méditer, il faut se concentrer d'abord. Maintenant, comment se fait la méditation? Bon, je crois que c'est vraiment subjectif. Il n'y a pas une méthodologie standard conçue pour pouvoir faire la méditation. Donc, mais ce que je sais, c'est que le fait de méditer, la méditation, c'est une profonde concentration, c'est une écoute attentive de soi et plus intérieure et intensive par rapport aux écoutes habituelles. Et donc, et je crois que ce domaine également est un peu relatif par rapport au domaine du développement personnel. Je crois que ce sont ceux-là qui utilisent fréquemment la méditation et peuvent en savoir beaucoup. D'accord. Donc, par rapport à ce que je sais, par rapport à la méditation, c'est ça. Oui. Monsieur Yantagim. Oui, bon. En fait, je ne trouve pas aussi une bonne raison de pouvoir séparer méditation et concentration. Dans leur étude, vous avez bien dit qu'ils ont eu à montrer que la méditation réduit les problèmes de concentration. Mais d'un autre côté, on peut se rendre compte que ça améliore les capacités de mémorisation et réduit les problèmes de concentration. Et réduit les problèmes de concentration. Voilà. Mais sur un autre aspect, on peut se rendre compte que on ne sait pas si c'est la méditation qui vient avant la concentration. Mais sur un autre point, pour bien méditer, il faut se concentrer aussi. Voilà. Donc la concentration peut précéder tout de même la méditation. Donc il a bien dit, sur ces terrains de méditation, bon, les spécialistes de développement personnel sont plus placés. D'accord, monsieur Ouazam, vous avez quelque chose à dire? Sur le point de méditation, c'est aussi un point important comme nous parlons de concentration surtout, c'est que, bon, vous avez demandé comment ça se fait. En réalité, il y a plusieurs manières de faire la méditation. Mais on peut retenir 2. La première consiste à méditer sur un thème. Et là, lorsque nous devons méditer sur un thème, nous cherchons et il faut d'abord s'isoler du milieu extérieur. Et maintenant, rentrer profondément en soi et trouver la vérité qui est dans le thème sur le sujet que nous voulons traiter. Maintenant, il y a la méditation qui ne porte pas sur un thème, mais
on rentre en soi-même pour trouver vraiment le trait d'union qu'il y a entre nous et notre environnement cosmique. Et là, c'est là-bas que les auteurs parlent de la culture de la personnalité magnétique. Et donc, les études nous disent que Napoléon était quelqu'un qui est très spécialisé dedans. Et donc, lorsqu'il le fait, il a vraiment une longueur d'onde sur ses contemporains. Et la méditation, comme vous l'avez dit par rapport à l'étude, on a remarqué que lorsque on se concentre pour méditer, on se coupe du monde extérieur, ce n'est plus notre corps physique qui fonctionne, mais c'est notre âme. C'est notre âme même qui nous donne des solutions, qui nous donne de l'énergie pour pouvoir gérer notre présent et envisager notre avenir. Donc, quand on parle de la méditation au sens réel du terme, ce n'est pas des jeux. Ce ne sont pas des jeux. Ce ne sont pas des jeux. Et est-ce que ça peut être bon pour la philosophie, ceux qui sont en terminale, ça peut être utile à eux? Oui, je l'ai dit, parce que il y a d'abord la méditation concernant un thème. Oui. Donc là, ils peuvent méditer sur nature, culture, conscience, inconscient et tout. Ils peuvent méditer tout ça là. Mais par rapport à la méditation qui ne porte pas sur un thème et qui porte sur l'individu et la relation avec l'environnement cosmique, il y a des méthodes pour le faire. Donc il faut s'entraîner un peu avant de le faire. D'accord. Et ça s'ensuit avec l'isolement, les techniques de l'isolement aussi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous allons rappeler nos numéros, puisqu'il reste que 5 minutes. Fidèles auditeurs, rappelez-nous sur le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Ne restez pas dans votre chambre en train d'écouter, mais vous avez peut-être des questions très pertinentes que vous pouvez poser. N'hésitez pas à nous appeler sur l'un de ces numéros. Nous continuons toujours nos questions. Quels sont les processus d'acquisition d'un savoir? Les processus d'acquisition d'un savoir, Monsieur Yantagui. Oui, bon, par rapport au processus d'acquisition d'un savoir, au début, par rapport au fonctionnement de la mémoire, nous sommes prononcés bien. Pour acquérir un savoir, il faut une phase d'encodage, c'est-à-dire... Excusez-moi, un auditeur en ligne. Allô? Allô, auditeur? Là, il est parti. Ne bipez pas, mais appelez, soyez courageux, appelez-nous sans problème. Nous rappelons les numéros, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Si vous êtes un parent à la maison, vous voulez poser une question, vous pouvez la poser en éveil ou en français comme vous voulez, mais si ce sont des élèves, ils sont obligés de la poser en français. On continue, Monsieur Yantagui. Ok, donc j'étais en train de parler des phases de l'acquisition des informations. Oui. Donc il y a l'encodage où on reçoit l'information. Et au second plan, il y a un traitement, c'est-à-dire une catégorisation des informations. Donc le cerveau essaie de traiter ce savoir, essaie de les mettre en paquet par rapport à des catégories, les informations qui sont similaires à part. Donc une phase d'organisation globale des informations acquises. Donc c'est à ce niveau qu'il y a consolidation des informations. Donc ces informations sont consolidées. Elles sont consolidées pour être par la suite restituées, donc en tout état de cause, quoi. Ok, monsieur Wazam. Oui, nous l'avons dit, le processus d'acquisition d'un savoir
ça se fait toujours par rapport au fonctionnement de la mémoire, comme nous l'avons dit. Et nous avons donné l'exemple lorsque quelqu'un apprend son cours, et c'est que il y a un effort de mémorisation qui est fait, et donc à partir de la lecture, l'aire de lecture du cerveau et qui va s'actionner pour passer le relais au lobe temporal. Donc maintenant avec l'aire visuelle, donc ça veut dire que il faut voir des choses avant que ça ne passe au niveau de l'aire temporale, donc dans le cortex. En ce moment, nous avons d'abord une mémorisation à court terme. Voilà. Et si nous voulons comparer ça à un ordinateur, c'est que quand vous êtes en train de saisir un test, donc vous le saisissez sur l'ordinateur, il est dans la mémoire virtuelle. Oui. Maintenant, si vous n'enregistrez pas le test là et vous fermez votre ordinateur, le lendemain vous ne pouvez pas trouver le test. C'est ça ici. Donc maintenant, là, quand on est dans la mémoire à court terme, donc il faut prendre l'habitude de répéter, c'est-à-dire apprendre. Il faut apprendre. Et ici, nos recherches nous disent qu'il faut souvent dire les choses à haute voix. Maintenant, là, en ce moment, quand vous-même vous dites les choses à haute voix, ça passe dans l'air de la parole et qui se met en marche et qui va vraiment, en ce moment, ça reste en tête. Et l'information va être gérée par le système limbique et qui le rattachera à un souvenir déjà existant et ou à une émotion. Voilà. Donc, quand nous parlons de souvenirs, c'est important. Par exemple, si on vous demande de citer les 9 planètes du système solaire, c'est difficile. Parce que vous n'avez pas un souvenir qui vous donne les astres là comme ça. Ou bien à une émotion, ça c'est par rapport à votre état affectif. Si le moment que vous voulez apprendre, si vous n'êtes pas en joie, vous ne pouvez pas apprendre. Voilà. Merci. Et monsieur Akam. Oui, bon, les collègues ont déjà dit beaucoup de choses par rapport au processus d'acquisition. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce processus comporte 4 phases. Il y a d'abord l'apprentissage, la compréhension, la mémorisation et puis la restitution. Mais malheureusement, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'on veut passer de la première phase à la dernière, c'est-à-dire apprendre et puis restituer, sans vouloir comprendre et puis mémoriser. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mémoriser. Donc l'apprentissage, la compréhension, la mémorisation avant l'utilisation. D'accord. Et le temps est contre nous. Nous allons continuer, si vous voulez, le lundi prochain, si vous promettez revenir. Et on sera là. Oh, d'accord, là, on se dit à lundi prochain pour la suite de cette émission, toujours ce thème. Rendez-vous lundi prochain à la même heure, sur la même fréquence. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bye bye.